Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par CCI Club Business et visionbusiness.tv. Le sujet du jour, puisqu'on arrive à grands pas vers la date du 11 mai, comment gérer le risque Covid-19 pour réussir sa reprise. Beaucoup espèrent pouvoir reprendre leur activité dès le 11 mai, mais attention, ça ne sera pas automatique. L'expérience montre que certains ont tenté une reprise avant cette date et ont eu de gros ennuis, que ce soit avec les autorités ou avec la justice, effectivement, parce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en avant, telles que les risques psychosociaux pour les salariés, mais également une mauvaise évaluation du risque. Pour parler avec moi aujourd'hui de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Vision Business Maître Jacqueline Cortès. Elle est avocate au barreau de Paris. Elle est spécialiste du droit social et des droits du travail. Elle rédige régulièrement des chroniques dans Le Monde et Les Échos. Et j'ai également le plaisir de recevoir Sébastien Hamon. Sébastien Hamon est le dirigeant de Gest RH, un cabinet spécialisé dans la gestion des relations humaines. Bonjour Sébastien. Bonjour Yann. Bien déjà, bienvenue et merci de nous rejoindre. Merci à toi. Alors évidemment, on pourrait être un peu plus près et avoir un plateau un peu plus convivial, mais on est obligé de dresser une grande table pour respecter cette distanciation sociale dont on va également parler aujourd'hui. Tout à fait. Donc le but, parlons aujourd'hui de cette fameuse reprise. La date du 11 mai arrive à grands pas et bien sûr, beaucoup d'entreprises ont encore un peu de travail à faire au niveau ressources humaines. Oui. Et c'est le sujet qui va être abordé là tout au long du webinaire, et notamment la reprise d'activité et en particulier tout ce qui va concerner le document unique d'évaluation des risques. Alors justement, Sébastien, donc une grande expérience des ressources humaines, j'ai dit tout à l'heure relations, mais c'est plutôt des ressources humaines qu'il faudrait utiliser comme terme. Donc vous faites également de la formation. Oui, tout à fait. Donc, un cabinet de conseil en gestion des ressources humaines, mais aussi une activité de formation et une autre activité qui est aussi d'actualité, qui est le service social d'entreprise. D'accord. Et donc, aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir d'avoir Maître Jacqueline Cortès avec nous. Donc, Maître Jacqueline Cortès est avocate au barreau de Paris, comme je l'ai dit. Elle écrit souvent dans Le Monde et Les Échos. Elle va nous éclairer sur, justement, le fameux côté légal de cette fameuse reprise. Donc, tout de suite, nous allons retrouver dès à présent Maître Jacqueline Cortès. Maître, bonjour. La reprise des affaires courantes débute normalement le 11 mai, mais attention, il faut auparavant que l'entreprise ait fait l'évaluation des risques. Pouvez-vous nous parler de cette fameuse évaluation des risques? Que doit faire le chef d'entreprise et surtout pourquoi? Alors, de manière générale, une entreprise doit remplir un document unique d'évaluation des risques tous les ans. Elle doit l'actualiser tous les ans. C'est une analyse qui doit se faire concrètement. Et donc, tous les gestes que peuvent être amenés à faire les salariés, le fait que des entreprises extérieures puissent intervenir aussi, etc. Bon. Il faut voir comment ce risque de contamination virale peut affecter les gestes et l'activité de l'entreprise. Donc, il faut actualiser le document unique d'évaluation des risques en concertation avec les représentants du personnel. Alors Sébastien, ce fameux document unique d'évaluation des risques, beaucoup d'entreprises ne le considèrent pas. Votre expérience à vous, de votre côté? Alors, c'est pas qu'elles ne considèrent pas. Heureusement, beaucoup d'entreprises ont mis en place ce document unique d'évaluation des risques. La difficulté est plus souvent pour les TPE et PME. On a des petites entreprises qui se sont créées avec leurs gérants et qui, après avoir embauché le premier salarié, 2, 3, et quand l'entreprise a grandi, n'ont pas nécessairement mis en place ce document unique d'évaluation des risques. Souvent par méconnaissance. D'accord. Et puis aussi la méconnaissance du risque de son absence de ce document. Bien sûr, c'est ça le problème. Les chefs d'entreprise ne mesurent pas toujours les conséquences, voire pénales, qu'il peut y avoir pour eux en l'absence de ce type de document. Mais alors, une question, c'est qui doit le faire? Le chef d'entreprise, mais le chef d'entreprise n'a pas toujours ni le temps, ni la connaissance pour le faire. Tout à fait. Alors, dans certaines entreprises, quand il y a des services RH ou des services de sécurité, ce sont souvent ces services-là qui sont en charge de mettre en place le document unique d'évaluation des risques. Pour la majorité des entreprises qui n'ont pas ce type de service, c'est aux dirigeants effectivement de le faire. Alors, on a quand même, à travers les fédérations patronales, à travers notamment les services de santé au travail, beaucoup d'appui, conseils pour aider les chefs d'entreprise à mettre en place ce document. Donc, en général, les TPE et PME adhèrent à un service de santé au travail qui souvent, et même généralement, apporte ce type de service. Et c'est pour ça que je dis que c'est souvent une méconnaissance qui fait qu'ils ne font pas nécessairement appel
à ces services-là et une mauvaise évaluation alors c'est un peu étonnant de dire ça, mais du risque de ne pas en avoir, quoi. Ouais, c'est clair. On verra de toute façon tout à l'heure justement ce à quoi s'expose le chef d'entreprise. Moi j'ai une question pratique, ça coûte cher justement à sous-traiter un document comme ça? Alors, c'est difficile de donner un tarif parce que on va trouver tous les prix, hein. Évidemment, quand on fait appel à des entreprises privées, ça coûte rien ou presque rien si on fait appel aux services de santé au travail qui sont en appui. Si on le fait soi-même, c'est du temps, mais il n'y a pas de coût externe. Si on sous-traite, c'est difficile de donner un tarif comme ça, mais j'appelle quand même les entreprises à être vigilantes, surtout les TPE, PME, sur des escroqueries qui pourraient leur demander des sommes astronomiques pour faire ce document. Et bon, faut quand même, ça reste quelque chose de raisonnable. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on va tout de suite poser une deuxième question à Maître Cortès, et on y va directement tout de suite. Alors, l'employeur est tenu, en vertu de l'obligation générale de sécurité qui lui incombe, d'évaluer les risques éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de son entreprise. C'est bien fait ? Alors, bien évidemment, tout le monde n'est pas à jour. Il existe des statistiques, alors je ne sais pas si elles sont très récentes, je pense qu'elles datent de 2 ou 3 ans, mais qui déjà à l'époque pointait du doigt le fait qu'au moins 40% des entreprises n'avaient pas de document unique d'évaluation des risques. Ouais, quand même. Et dans ma pratique, je constate qu'effectivement, j'ai rarement rencontré de document unique d'évaluation des risques. Je le rappelle lorsque c'est nécessaire à mes clients, mais c'est vrai que c'est pas... On sent que c'est pas quelque chose qui est encore bien compris par les entreprises. Et là, il s'agit de faire une actualisation d'un document. Alors, attention, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de document unique d'évaluation des risques que vous ne devez pas pour autant faire l'évaluation des risques de votre entreprise au regard du Covid-19. Parce qu'il ne s'agirait pas de dire attendez, de toute façon j'en ai pas de document, donc je ne vais pas l'actualiser puisque j'en ai pas. Non, il faut quand même faire l'évaluation des risques, en profiter pour évidemment essayer de faire l'évaluation des risques de manière générale, mais dans l'urgence en tout cas et en perspective de la reprise, là il faut analyser tous les gestes de l'entreprise que sont amenés à faire les salariés dans l'entreprise, tous les process, toutes les méthodes de travail pour vérifier s'il y a le risque de contamination et le prévenir. Parce que dans le document unique, vous n'avez pas que l'évaluation du risque, vous avez aussi évidemment les mesures de prévention que vous mettez en place et ensuite, il y a aussi l'évaluation des risques nouveaux générés par les mesures de prévention. C'est-à-dire qu'il faut contrôler que la mesure que vous prenez, elle est vraiment efficace par rapport au risque. Oui, donc alors effectivement, il y a beaucoup de choses à faire quand même, Sébastien. Il y a beaucoup de choses à faire. En complément, effectivement, ce qui est dit est très juste. Quand on parle de 40% des entreprises qui n'ont pas de document unique d'évaluation des risques, ça me surprend pas. Je suis pas en mesure de confirmer ou non ce chiffre, mais ça me surprend pas. Les entreprises qui ont presque systématiquement ce genre de documents sont des entreprises qui ont déjà intégré des risques tels que des entreprises de bâtiment, des entreprises industrielles, etc. Des sociétés de services vont être moins vigilantes, bien souvent, sur en considérant qu'il n'y a pas de risque parce qu'on est dans des emplois de bureau et qu'il n'y a pas d'échafaudage, on manipule pas des pièces. Après, ce qui est dit est très juste aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas de document unique d'évaluation des risques qu'en ce moment, notamment en ce moment, il ne faut pas faire cette évaluation. Et c'est peut-être même justement le moment d'aller encore plus. C'est vraiment le moment de le faire et à minima le faire sur le risque pandémique qui nous touche actuellement. Ce risque pandémique, c'est un risque biologique qui est répertorié, qui est notifié dans le Code du travail depuis longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau. Le Covid-19 est un agent biologique qui est de catégorie de type 3, qui est aussi référencé dans le Code du travail. D'accord. Cet agent biologique est référencé comme un risque. Donc
Donc à partir de là, il y a un vrai travail d'évaluation à faire dès maintenant dans les entreprises, notamment parce qu'on va parler de la reprise du personnel. On parle beaucoup aujourd'hui à partir du 11 pour la reprise, mais en réalité, il y a des entreprises qui ne se sont pas arrêtées. Vous le voyez autour de vous tous les jours, les commerces alimentaires fonctionnent, les salariés sont au travail, et donc là, il était déjà nécessaire d'évaluer ce risque et de mettre en place les mesures de protection. Alors moi, ça va me générer une question, je vois qu'on en a une là qui vient d'arriver à l'instant, alors effectivement, maladie professionnelle, est-ce qu'un salarié va pouvoir évoquer potentiellement le problème de la maladie professionnelle si jamais il a cette contamination sur son lieu de travail. Encore faut-il pouvoir le prouver d'ailleurs, que ce soit sur le lieu de travail. Voilà, c'est surtout cette question-là. Et là, c'est un sujet complexe. Et on est sur un sujet nouveau quand même. Hein. Le risque pandémique à une échelle pareille, on ne l'a jamais connu. Hein. C'est quelque chose de nouveau. On découvre tout au fil de l'eau. C'est comme l'analyse de risque. Je vais juste faire une parenthèse sur ce point-là. Aujourd'hui, on demande d'analyser les risques. On les analyse par rapport à ce qu'on connaît, par rapport aux informations qu'on a et au retour d'expérience qu'on a là sur quelques mois seulement. Bien sûr. Donc l'évaluation, elle va être permanente avec ce qu'on va découvrir, ce qu'on va voir et nos retours d'expérience. La maladie professionnelle, je dirais en théorie, sur un plan juridique, pourquoi pas. Mais effectivement, il faudra le prouver parce qu'on est quand même sur une pandémie qui touche autant la vie privée que la vie professionnelle. Donc, à quel moment on a contracté le virus? Est-ce que c'était dans le cadre du travail ou dans le cadre de la vie privée? Et pour compléter, je dirais simplement que peut-être que quand je vois ce qui se met en place aujourd'hui dans les entreprises sur l'analyse de risque et puis sur les mesures de précaution, je me demande aujourd'hui si demain on ne va pas être plus en sécurité dans son entreprise que dans sa vie privée, avec les libertés qu'on pourrait se donner dans la vie privée. J'allais suggérer, parce que quand on voit les précautions que prennent les entreprises, aujourd'hui, on a tendance à, alors j'ai utilisé un mot que vous n'avez peut-être pas aimé, mais cocooner les employés par rapport à ce qu'ils peuvent vivre chez eux. Cocooner, c'est surtout les mettre en sécurité. L'employeur a une obligation. C'est protéger la personne. On doit protéger les salariés, c'est une obligation et c'est nécessaire. C'est pas parce que c'est une obligation purement légale, c'est nécessaire bien sûr. Par principe. Mais je suis pas persuadé que les mêmes salariés dans leur vie privée vont prendre les mêmes précautions et avoir les mêmes réflexes. D'accord. Eh bien justement, on va regarder maintenant avec Maître Cortès une nouvelle question qui justement va toucher le droit social. Quel impact sur le droit social, donc, cette crise liée à la pandémie du Covid-19, qu'a-t-elle de particulier? Disons qu'elle vient mettre en évidence l'obligation d'assurer la sécurité des salariés au travail. Elle vient, dans la mesure où elle vient la renforcer. Mais bon, c'est bien spécifique quand même, parce que il faut bien comprendre, il faut que les salariés le comprennent et que les entreprises informent et forment leurs salariés sur le risque de contamination. Vous avez donc sur le site de l'INRS beaucoup d'explications, et notamment j'ai trouvé un document qui est important parce qu'il parle de la chaîne de transmission. Et ça, la chaîne de transmission, il faut bien la comprendre parce que c'est un fil conducteur pour l'évaluation des risques. Et il faut que l'entreprise arrive à rompre la chaîne de transmission. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans une chaîne épidémiologique, vous avez 5 maillons. Vous trouverez ça assez facilement sur le site de l'INRS. Donc les maillons, c'est le réservoir d'agents biologiques, les portes de sortie ou les modes d'accès, la transmission, les portes d'entrée et l'hôte potentiel. Donc ces 5 maillons de la chaîne doivent être bien expliqués aux entreprises, les entreprises doivent bien le comprendre et ensuite bien l'expliquer aux salariés pour que les gens comprennent à quoi ça sert, par exemple, de porter un masque, à quoi ça sert de se laver les mains, à quoi ça sert de respecter une mesure de distanciation sociale. Et il faut mettre évidemment ces préconisations en musique, je dirais, en harmonie par rapport aux gestes spécifiques d'une entreprise.
Alors effectivement, l'affichage, mais pas que, faut expliquer, beaucoup communiquer en fait. Oui, ça c'est vraiment une nouveauté. Alors l'information et la communication dans l'entreprise n'est pas une nouveauté en soi. Non, clairement. Mais là, sur ce sujet-là, ça devient une vraie nécessité. Et il y a une partie pédagogique importante. Alors j'allais le dire justement, oui, parce que communiquer c'est bien, mais encore faut-il... Voilà, il va falloir correctement expliquer. Ça Voilà. veut dire arriver à construire des outils accessibles, compréhensibles par tous, pour comprendre pourquoi on est amené à faire les choses. Pourquoi on va être amené à garder des distances avec les collègues. Pourquoi on est amené à se laver les mains régulièrement. Pourquoi on est amené à pas rentrer à 2 ou 3 en même temps dans le vestiaire. Tous ces éléments-là, il va falloir les expliquer, parce que ça va peut-être pas être évident pour tout le monde. Alors il y a l'information, mais j'irai plus loin, il y a la formation. Voilà. Parce que on a deux catégories de personnes qui sont très concernées dans l'entreprise, qui vont être l'encadrement qui va garantir l'application des règles et des protocoles qui vont avoir été mis en place. Donc l'encadrement doit bien comprendre le pourquoi et pouvoir le communiquer. Donc l'encadrement doit être régulièrement formé, et là ce sont des formations ciblées, parce qu'on est vraiment sur un sujet spécifique. Et je dirais aussi, il ne faut pas négliger aussi la formation des IRP. Les IRP, pour ceux qui ne sont pas... Les instances représentatives du personnel, donc le CSE, le CSSCT dans l'entreprise. Il faut les accompagner aussi en formation, parce qu'ils vont avoir besoin aussi d'être outillés. Ils ont le même niveau aujourd'hui de formation et d'information que toutes les personnes sur le territoire. Donc il y a un moment, alors ils en ont un peu plus parce que certains vont avoir l'expérience en matière de santé au travail, mais sur ce sujet spécifique, sur toutes ces mesures qui se mettent en place dans l'entreprise, il est important aussi de les outiller pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble et que le dialogue social aussi soit constructif à ce niveau-là. Au niveau justement de cette formation, elle peut se faire par affichage, elle peut se faire aussi par vidéo, quelque part, par webinaire, comme on fait tout de suite. Aujourd'hui, on en est là. C'est exactement. Tous les moyens sont bons, quoi. C'est ce que je disais. Ce qu'on avait des fois prévu de faire sur 2 ans en termes de développement de formation en ligne, on a été amené à le développer en 2 mois. C'est une nouveauté. Et effectivement, il ne faut pas perdre de temps et se dire on va attendre que les centres de formation rouvrent pour pouvoir avoir accès à ces formations. On est dans l'urgence. On va avoir ces protocoles de reprise, on va avoir cette reprise du travail, on va avoir de la négociation régulière. Comme ça a été dit, le document unique, il doit être mis à jour très régulièrement. Et donc, ça veut dire qu'il doit être négocié avec les partenaires sociaux. Donc, il faut que tout le monde ait un niveau de formation régulier sur ce thème-là. Donc les formations, effectivement, elles doivent se faire en ligne. Il ne faut pas perdre de temps. Et quand des formations sont proposées en ligne, après, on a des outils de visio qui sont assez bien construits et qui permettent de le faire. On a même des plateaux de télé qui sont Il y a même des plateaux de télé très bien équipés et qui font ça très bien. Parfait. On va retrouver tout de suite Maître Cortès pour une toute nouvelle question. Alors justement, on ne peut pas s'arrêter à la pose d'une affiche. On vient de le dire, il faut dialoguer avec les partenaires sociaux, avec les salariés, et ce, même si votre entreprise n'est pas constituée que de quelques personnes. Oui, mais les affiches sont utiles aussi. Bien sûr. Les affiches, il ne faut pas hésiter à les mettre un peu partout. Et il faut les expliquer, il faut les commenter. Mais les affiches, déjà, pour l'entreprise, le fait de positionner ces affiches aux bons endroits, c'est un des éléments de la prévention des risques. Prévention des risques, toujours prévention des risques, affichage, on l'a dit, donc effectivement on continue et on va renchérir sur ce qu'on a dit de toute façon. Oui, et c'est vrai, l'affichage est important parce que c'est un moyen de rappel. Ouais. Mais quelque part quand même, enfin je veux dire, ça fait 2 mois qu'on rabâche aux gens à la télévision ce qu'il faut faire pour se protéger, enfin je veux dire, ils le savent. C'est quand même essentiel de la part du chef d'entreprise de s'assurer que la communication soit encore et encore faite. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans les médias, on a une communication qui est assez générale. C'est vrai. Sur les fondamentaux. Oui. Ne pas se serrer la main, garder des distances d'1 mètre, voilà. Bon, et on a du mal d'ailleurs. Et déjà, on a du mal. Mais on est sur des fondamentaux, c'est le minimum vital. Dans l'entreprise, on est obligé d'aller plus loin parce qu'on est dans un milieu social où les gens vont passer, les salariés passent toute la journée ensemble, ils passent 5 jours par semaine, 7 heures par jour ensemble. Et donc, l'exposition au risque est plus importante. Dans des lieux qui peuvent être
contraint, on peut se retrouver à se croiser, on est amené à travailler avec les autres, à rester des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures avec un collègue. Donc il y a les pratiques, il y a les échanges de matériel. On va parler de choses toutes simples, mais on va partager un bureau, donc on va avoir mis ses mains sur une table en commun. Il y a les stylos qu'il ne faudrait plus partager. On peut penser aussi sur les déplacements professionnels. Les entreprises vont reprendre les déplacements professionnels pour leurs collaborateurs. Si le véhicule est un véhicule partagé, il faut se poser la question aussi sur les bonnes pratiques. Quand c'est son propre véhicule et qu'on utilise tout seul, on ne se pose pas nécessairement cette question-là. Mais quand on va partager un véhicule de chantier avec des collègues ou un véhicule de service, nécessairement, il va falloir avoir un protocole et le respecter pour garantir la sécurité. Et on ne parle pas non plus des déplacements professionnels en dehors du territoire, où là on est obligé d'utiliser des moyens train ou avion, qui là sont encore plus problématiques. Alors peut-être que les entreprises... Peut-être que les entreprises, à ce niveau-là, mettront encore des restrictions. Oui. C'est pas parce qu'on parle de déconfinement et de reprise du travail qu'on va ouvrir les vannes sur tout. Donc les entreprises, beaucoup ont l'habitude de ça, de gérer le risque à ce niveau-là, et de dire, même si on peut le faire, pour le moment, on ne va pas le faire. Je vais prendre un exemple. On parlait des organismes de formation qui pourrait peut-être ouvrir pour des formations peut-être avec des effectifs réduits, 5, 6 personnes, je ne sais pas. Enfin, ce que je dis est un exemple. Mais certaines entreprises peuvent décider délibérément de ne pas envoyer leurs collaborateurs à l'extérieur dans des regroupements même de 4, 5, 6 personnes. Donc il y aura les politiques de l'entreprise aussi qui vont s'inscrire dans ces mesures de précaution. D'accord. Alors si en plus la peur s'y met, on va tout de suite voir avec Maître Cortès le chapitre suivant. Peut-on parler des risques psychosociaux ? La crainte et la peur des salariés peut-elle être assimilée à ces risques psychosociaux ? Bonne question. Maître, votre avis ? Oui, alors, les risques psychosociaux doivent aussi être évalués par rapport au fait qu'on va modifier les gestes dans l'entreprise, qu'on va parler beaucoup, évidemment, du Covid-19, qu'on va mettre des affiches un peu partout, qu'on va modifier l'organisation de travail, donc qu'on va surveiller cette organisation de travail. Donc ça va créer pour les salariés une perte de leurs habitudes parce que des process vont devenir différents. Donc effectivement, il faut aussi se poser la question des risques psychosociaux qui sont induits par tout ce flot d'informations et toutes ces modifications de l'organisation du travail qui interviennent au fur et à mesure et qui en plus doivent même être réactualisés presque tous les jours, parce que si on se rend compte que quelque chose ne va pas, donc on va surveiller, puis on va dire non, là on va changer de process, etc. Donc tout ça va créer une certaine anxiété, effectivement, peut être source de risques psychosociaux. Le télétravail qui, lui, est imposé à des gens maintenant qui n'ont pas l'habitude de télétravailler. Ils se retrouvent confrontés aussi à un isolement, etc. Donc tout cela doit aussi être évalué en tant que risque psychosocial potentiel. Oui, alors les risques psychosociaux, on pourrait en faire des chapitres et des chapitres parce qu'il y a quelque part, il y a beaucoup de raisons qui peuvent donner une crainte aux salariés et le coronavirus n'est pas un risque en soi, c'est un risque en plus quelque part pour moi. Je me trompe ? Oui, alors des chapitres et des chapitres, c'était exactement ce que j'étais en train de me dire. Le sujet est très vaste. Alors, il n'y a pas que la crainte dans les risques psychosociaux. Il ne faut pas résumer à cette partie-là, même si là, l'inquiétude légitime dans la situation qu'on vit aujourd'hui en fait partie. Juste pour mémoire, les risques psychosociaux font partie des thèmes qui nécessairement doivent être abordés dans le document unique d'évaluation des risques. On ne parle pas que des risques physiques. Le document unique est un outil pour préserver la santé physique et mentale des salariés. On a bien les deux aspects. Sur les risques psychosociaux, alors effectivement, on a ces inquiétudes légitimes d'accompagnement. Je vais pouvoir revenir dessus après sur ce qui peut être mis en place pour accompagner ça. Mais on a aussi les changements organisationnels du travail. Le changement organisationnel du travail peut perturber les personnes, peut les déstabiliser et va créer un mal-être au travail. Et donc, là, on rentre dans les risques psychosociaux. On a les nouvelles contraintes, comme ça a été dit. Ça peut être ce sentiment de surveillance
surveillance parce que l'encadrement va imposer des règles, va les surveiller, va les rappeler. Et certaines personnes peuvent mal le vivre en ayant le sentiment d'être surveillées. Mais dans ces nouvelles contraintes, on a aussi les contraintes sur le lieu de travail de distanciation avec les collègues. Et des personnes qui ont besoin d'un rapport social important peuvent être perturbées par ça. Et la notion du télétravail qui est un vrai sujet aujourd'hui parce qu'on touche à la vie privée des personnes et l'équilibre vie privée, vie professionnelle est perturbé. On n'est pas dans un télétravail choisi. Et subi, on peut pas comparer le télétravail choisi tel qu'il existait auparavant. Là, on est dans un télétravail subi et sans préavis. C'est-à-dire que les personnes, en quelques heures, ont été mises en télétravail, certaines avec de bons moyens, d'autres avec les moyens du bord. Et puis, les conditions de travail, que ce soit les conditions matérielles de travail, l'environnement personnel qui n'était pas préparé. On est dans une période de confinement aussi, donc avec les enfants à la maison, l'école à la maison. Ce sont et demander aux collaborateurs de télétravailler dans un environnement personnel, c'est quelque chose de compliqué qui peut faire culpabiliser parfois, qui peut générer paradoxalement des fois de la suractivité. De la surconnexion aussi, de la perte de repères, des salariés qui étaient dans un cadre dans l'entreprise avec des horaires et qui là se retrouvent en toute autonomie. Sans l'habitude de l'autonomie, l'organisation n'est pas évidente. Ça peut être générateur de stress. Donc il y a énormément de sujets autour du télétravail qui sont à aborder et qui impactent effectivement, qui concernent particulièrement les risques psychosociaux. Et c'est pour ça qu'on a vu d'ailleurs des sondages qui disaient que 47% des Français en télétravail se sentaient plus stressés que quand ils allaient au bureau. Ce qui, moi, me paraît fou, télétravaillant déjà depuis des années, mais ça se comprend effectivement. C'est pas quelque chose de naturel. Et puis en plus, quand vous avez, d'ailleurs on voit des scènes assez cocasses où le chat passe devant l'écran, où les enfants interviennent dans une réunion, c'est jamais très facile, effectivement. Risques psychosociaux, en tout cas, à prendre en considération. On va continuer avec Maître Cortès tout de suite pour une nouvelle question qui touchera effectivement les RPS. Alors Maître, le gouvernement et le MEDEF plaident pour un rallongement du temps de travail, mais cela va certainement jouer sur le moral des troupes et donc entrer pour certains dans les risques psychosociaux. Qu'en pensez-vous ? Ah, bien sûr. À partir du moment où on va modifier l'organisation du travail, qu'on va en plus rallonger le temps de travail, éventuellement, avec négociation, je pense, ça va pas se faire comme ça. L'employeur va pas pouvoir le décréter du jour au lendemain. C'est clair que ça aussi, ça va impacter les risques psychosociaux. Oui, ça va générer des risques psychosociaux. Oui. Donc, rallongement du temps de travail, c'est vraiment un risque en soi ou pas ? Parce que oui, ici, ça fait partie des risques quand on parle du moral des personnes. Oui, le moral est déjà atteint pour de nombreuses personnes qui sont confinées depuis plusieurs mois. Parce qu'on parle de ceux qui sont en télétravail, mais on doit parler aussi de ceux qui ne travaillent pas, qui sont en activité partielle et qui se retrouvent pour certains isolés, sans nouvelles de leur entreprise depuis plus d'un mois. Et c'est beaucoup de questions qu'on se pose tous les jours. C'est sûr. Et si la seule perspective après ne pas avoir travaillé du tout, c'est de devoir travailler plus qu'avant. Je pense qu'il y a peut-être d'autres actions à mener. En tout cas, il faudra beaucoup communiquer, effectivement, avec les partenaires sociaux. Et s'il doit y avoir dans certaines entreprises allongement du temps de travail, il faudra vraiment que ce soit légitime et justifié pour que ce soit accepté. Mais je pense qu'il est difficile aujourd'hui de décréter un allongement du temps de travail général pour rattraper un quelconque retard, d'autant plus qu'on n'est pas certain que les entreprises seront occupées à 100% dans les mois qui viennent et qu'on ait besoin de faire autant d'heures. Donc, de toute façon, quand la chaîne logistique est cassée, il y a toute une reprise à mettre en route. On ne peut que souhaiter que l'activité reparte à fond et qu'il y ait beaucoup de travail. Je pense que les salariés eux-mêmes seront ravis si ça arrive. Ce sera quelque chose de rassurant. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi dans les inquiétudes, ce qui peut être anxiogène, c'est la peur de la perte d'emploi. Oui, complètement. Donc, c'est d'où la communication importante aussi, que je rappelle toujours, avec le personnel qui n'est pas en télétravail ou qui n'est pas sur site, de garder un lien social avec les équipes pour parler des perspectives de l'entreprise, la situation, etc. Il est important de rassurer les collaborateurs aujourd'hui. Oui, parce que ça ne va pas être effectivement une période simple. Vous le mentionnez justement, effectivement, il n'y a pas que la reprise du travail, il y a aussi potentiellement la non-reprise du travail parce que des entreprises n'auront pas supporté cette crise et Dieu sait qu'il va y en avoir. On va tout de suite passer à une autre question justement avec Maître Cortès. Nous allons regarder
les chefs d'entreprise. Et donc, certains chefs d'entreprise vont-ils devoir faire face au droit de retrait de certains salariés qui pourraient penser ne pas être suffisamment protégés pour occuper leur poste sans mettre leur C'est vie en pas parce danger? qu'il y a une pandémie qu'il y a un droit de retrait automatique. À partir du moment où l'entreprise n'aura pas anticipé, donné confiance aux salariés, montré qu'elle prend en considération à travers son document unique l'ensemble des risques, effectivement, le salarié pourrait être fondé à invoquer son droit de retrait, ce que l'on saura évidemment à l'issue d'une procédure judiciaire, sans doute. Parce que le droit de retrait, il faut en apprécier le bien fondé. L'entreprise va forcément dire que non, qu'elle a respecté, et les salariés vont dire vont plaider l'inverse. Donc on verra, ce sera une appréciation au cas par cas par les juges. Oui, ça c'est clair que ça va pas être une grande évidence. Droit de retrait, déjà, c'est pas facile, c'est jamais des discussions simples. On l'a vu en l'occurrence au tout début de l'épidémie. Et alors après, effectivement, votre avis là-dessus sur le sujet, vous, Sébastien? Effectivement, on est au cas par cas, quoi, parce que le droit de retrait n'est pas quelque chose de nouveau qui existait déjà. Non, bien sûr. On a eu pas mal de situations déjà au départ, au début de la pandémie. Donc la justice a tranché selon les cas, mais on est vraiment au cas par cas. Et tout dépendra, encore une fois, justement, on revient sur ce document unique, sur cette évaluation des risques et sur les mesures qui auront été mises en place. Si l'employeur peut démontrer que toutes les mesures de protection ont été mises en place, le droit de retrait ne sera pas légitime. En revanche, le droit de retrait sera tout à fait légitime si l'employeur fait reprendre ses équipes sans mesure de précaution, sans mesure de protection, sans information. Bon, il peut sembler légitime dans certaines situations que le salarié applique son droit de retrait. D'où l'intérêt de communiquer. Vraiment, il faut que la communication soit bilatérale avec le feedback, le schéma, je dirais, classique de communication, mais malheureusement, pas souvent classique dans les entreprises quand même. Et le droit de retrait peut être une situation d'alerte utile sur un risque qu'on n'avait pas identifié ou sur des moyens insuffisants qu'on avait mis en place et du coup faire réagir l'entreprise pour actualiser ses processus. Oui, bien sûr. Donc encore beaucoup de travail. On va tout de suite se tourner vers Maître Cortès pour regarder maintenant un nouveau cas concret. Et nous allons parler du cas Amazon. Donc si vous voulez bien, c'est un cas riche d'enseignements en fait. Le géant de la distribution est obligé d'arrêter ses opérations sous peine d'astreinte. Alors, le cas Amazon, donc, c'est pas un droit de retrait qui a été exercé, c'est carrément un syndicat qui a exercé une action sur le fondement des textes qui permettent effectivement de demander au juge de stopper une activité ou d'aménager une activité lorsqu'on estime qu'il y a un danger pour la santé. Qu'est-ce qui se passe dans l'affaire Amazon? Dans l'affaire Amazon, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, les juges ont statué dans des délais extrêmement rapides. La décision a été prise très très rapidement puisque les débats ont eu lieu quasiment du jour au lendemain suite à l'assignation et les juges ont statué 4 jours après. Ont rendu la décision 4 jours après. Ils ont épluché, on le voit à travers une décision qui fait quasiment une vingtaine de pages, ils ont épluché tout ce qu'avait produit Amazon, et Amazon avait fait des évaluations de risque. Alors, il y a des points d'achoppement qui sont déjà le fait qu'elle n'avait pas consulté les représentants du personnel sur certains aspects. D'accord. Mais ensuite, surtout les distributions de masques, de gel, etc., les process qu'elle avait mis en place, eh bien, les juges ont cherché les failles et ils les ont trouvées. Oui. Alors, des cas comme Amazon, Amazon connu puisque grand distributeur maintenant, il fait partie des GAFAM, comme on les appelle. Mais vous avez entendu parler de cas aussi similaires dans la région ou régionalement, ou là, est-ce que ça a vraiment été un cas qui a été mis en exergue? Bon, le cas est mis en avant parce que l'entreprise, il y a la notoriété de l'entreprise et puis qui sert d'exemple aussi. Il y a eu d'autres cas sur d'autres structures en France un peu à la même période. J'ai pas connu de cas dans mon entourage concerné par des arrêts d'activité. Ce qu'on peut retenir sans juger la décision et ce qui a été fait vis-à-vis d'Amazon, il y a des enseignements tirés quand même, ce qui a été relevé, il y a des choses assez générales comme le fait que les représentants du personnel n'aient pas été consultés suffisamment. Donc ça, c'est quelque chose que toutes les entreprises doivent intégrer. C'est un passage obligé qui a du sens d'une part et puis qui doit être fait.
L'autre aspect, il y a la partie des RPS. Si de mémoire, je me rappelle bien, la partie des RPS n'était pas suffisamment étudiée aussi. Les risques psychosociaux, ils avaient donc pas on voit bien, on en a parlé tout à l'heure, que les risques psychosociaux sont un vrai sujet aussi dans ce cas de figure. Et puis, de mémoire, il y avait un point de, c'est pas un point de détail, mais c'est un point intéressant quand même qui nous alerte. C'était le risque de contamination à l'entrée du site. Oui, avec le portique, effectivement, voilà. avec le tourniquet. Et donc, c'est pour ça, quand on analyse les risques dans l'entreprise, on va bien au-delà, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à la vie privée, on va bien au-delà des distances de sécurité. C'est de se poser la question, quand tout le monde utilise le même portique le matin et le pouce, le risque de contamination est nettement plus important. Donc, tous ces actes courants dans le monde de l'entreprise aujourd'hui doivent être analysés et les mesures doivent être mises en place pour diminuer le risque. Oui, ça fait beaucoup de choses effectivement à anticiper. On parle d'une évaluation des risques depuis le début de ce webinaire, mais effectivement, on ne pense pas forcément au tourniquet, on ne pense pas forcément à toutes ces étapes qui font l'arrivée du collaborateur, je cherchais le nom, mais entre l'arrivée du collaborateur et le moment où il part, il y a quand même tout un tas d'étapes qui ne sont pas forcément liées au poste de travail, mais à ces mouvements au sein de l'entreprise. On va parler du self le midi, pour certains qui en sont équipés. Enfin, on va parler de tout un tas de choses, des véhicules, vous l'avez mentionné, mais il faut vraiment viser large, en fait, quand même. Il faut viser large. Alors, il faut pas non plus rendre ce sujet-là anxiogène. Non, plus qu'il ne l'est, bien sûr. Il faut être pragmatique sur ce sujet-là. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir on a des fiches du ministère par métier, par profession qui sortent. Les fédérations professionnelles, je le disais, sortent beaucoup d'outils. Les services de santé au travail. Oui. Et ce qui peut sembler être des détails comme l'entrée sur un site sont souvent référencés dans ces guides et ces fiches. On peut les trouver sur le site de l'INRS, disait Maître Cortés, mais vous avez d'autres sources pour l'INRS, aussi. Mais alors, sur le site du ministère, évidemment, on va trouver les fiches du ministère. Sur des sites de fédérations professionnelles, on va retrouver les fiches qui vont être liées à notre métier. Et puis, il faut se rapprocher de ces services de santé au travail ou de son médecin du travail qui ont aussi beaucoup de choses. Et là, c'est là que je dis qu'il ne faut pas avoir une vue anxiogène et se dire c'est une montagne. C'est du travail, il ne faut pas le négliger, mais on est très outillé aujourd'hui pour arriver à mettre en place assez rapidement des choses importantes dans l'entreprise et mettre en sécurité le personnel. D'accord, écoutez, on prend bonne note de tout ça, effectivement, mais quand même un vaste travail à faire et surtout pas à prendre à la légère. On va tout de suite passer avec Maître Cortés pour une avant-dernière question. Et donc, nous allons travailler sur un autre sujet. Alors Maître, quelles sont les sociétés qui peuvent être frappées par une décision des autorités ou de la justice, justement? Cette potentielle interdiction de reprise des activités est-elle une menace? Toutes les entreprises peuvent, quelle que soit leur taille, sont obligées de mettre en place une évaluation des risques et en particulier en période de pandémie, une évaluation des risques adaptée aux risques de contamination par le coronavirus actuel. Donc toute société, alors, on l'a mentionné au début de cet entretien, Sébastien, donc dès que vous avez un salarié, il faut faire ce document. Et oui, il n'y a pas de... Alors, on n'a pas de notion de seuil d'effectif, 20, 50 salariés, etc. sur ce sujet-là. Tout salarié a le droit d'être mis en sécurité, qu'il soit seul ou qu'il soit sans. Donc, à partir du moment où on a un seul salarié, ce document doit exister et les protocoles, en l'occurrence, doivent être mis en place pour mettre en sécurité. Ça veut dire qu'effectivement, par voie de conséquence, si les dispositions ne sont pas prises et si le document n'existe pas et que le salarié est en danger, en cas de contrôle, la fermeture ou la mise à l'arrêt de l'entreprise pourrait être demandée. Ouais. Mais qui contrôle donc ça va être principalement l'inspection du travail, bien sûr. Et qui a toute autonomie pour décider immédiatement de l'arrêt d'une activité. Alors comment vont se passer justement les contrôles? Ça va être des contrôles aléatoires ou c'est sur demande spécifique? Alors là, je pense que ça va être compliqué parce que les ressources du ministère sont limitées. Donc voilà. Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ne vont pas pouvoir faire le tour de toutes les entreprises. Elles vont être alertées par les partenaires sociaux parfois dans certaines situations. Ça a été le cas d'Amazon, c'est ce qu'on disait. Elles vont être alertées par des salariés individuellement par moment. Et puis, je pense qu'il y aura peut-être des secteurs d'activité qui seront ciblés, des secteurs plus à risque que d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, tout le secteur alimentaire, en tout cas le commerce alimentaire est ouvert. Je suppose, là je ne sais pas, mais ça me paraîtrait assez logique qu'il y ait eu des contrôles quand même sur l'application des règles lors de l'ouverture
certains commerces. Alors après, ça donne, on voit sur les chaînes d'information, effectivement, des restaurateurs qui essayent de protéger avec des cloisons en plexiglas. On parle d'avions où le siège du milieu serait retourné. On ne change pas la configuration d'un avion comme ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui a une parade, je dirais, exacte pour justement mettre un terme à cette menace. Alors, c'est vrai que certains secteurs d'activité, ça va être plus simple. On l'a vu, j'ai trouvé ça très intéressant. Hein. Je reprends l'exemple du commerce alimentaire, puisque c'est ce qu'on connaît tous aujourd'hui et qui est ouvert. Très rapidement, les équipements se sont mis en place avec des vitres en plexi entre le vendeur et le consommateur, etc., les mesures de protection. La restauration, c'est plus complexe parce qu'effectivement, on sait qu'un restaurant, pour être rentable, il lui faut un certain nombre de couverts. Selon la taille du restaurant, si on fait une table sur 2, son nombre de couverts qui lui assure un certain niveau de rentabilité va peut-être pas être là. Et la question va se poser, est-ce que ça vaut le coup de rouvrir ou pas ? Là, on va avoir des situations très particulières. Non, heureusement, la Saint-Valentin est passée, sinon la distanciation sociale serait quand même un gros problème. Ça aurait été compliqué. Bon, quoique les couples n'assurent pas une grande distance, à domicile, je suppose. Voilà, exactement. On va poser une dernière question à Maître Cortès tout de suite. Alors merci Maître pour votre intervention. Alors en conclusion, il faut communiquer et ne pas hésiter à afficher les procédures de contamination et les gestes barrières, n'est-ce pas ? Les affiches, c'est important, mais il faut que les gens comprennent bien à quoi servent les mesures. Pourquoi on leur dit de rester à 1 mètre ? Pourquoi on leur dit de ne pas toucher ci ou de ne pas toucher ça ? Alors, il faut vraiment suivre au jour le jour les informations scientifiques qui sont données et qui sont rediffusées et expliquées sur le site du ministère du Travail. Mais il ne faut pas... C'est pour ça que, dans le cas d'Amazon, par exemple, il y a un reproche qui est fait par les juges, c'est qu'on n'informe pas et on ne forme pas les salariés. Par exemple, le port des gants. Pourquoi est-ce qu'ils doivent porter des gants ? En l'occurrence, ils doivent porter des gants. Les gants, ce n'est pas toujours efficace. Mais dans le cas, on leur a donné des gants, mais on ne leur a pas expliqué à quoi ça servait et surtout ce qu'il ne fallait pas en faire. Ce qu'il fallait en faire et ce qu'il ne fallait pas en faire. Donc, il ne faut pas hésiter. Pourquoi ? Parce que ce virus, il ne se voit pas. La contamination, elle ne se voit pas. Donc les gens n'ont pas le sentiment du danger. Et c'est ça qui est terrible. Quand on travaille sur des machines coupantes avec un risque de se couper une main, etc., on sait qu'il y a une lame, on la voit. En revanche, le virus, on ne le voit pas. Et c'est ça qui est problématique. Et c'est pour ça que l'information, la formation, l'explication du risque, s'intéresser à la chaîne de transmission et l'expliquer, en exergue, en préambule de l'évaluation des risques, diffuser le document d'évaluation des risques à tout le monde pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe, ça c'est fondamental. Fondamental, effectivement, d'expliquer. On le dit depuis déjà maintenant plus de 30 minutes, même 40. Et on ne va pas continuer de s'arrêter à le dire parce que c'est essentiel. C'est essentiel. Oui, et c'est là qu'on est amené aussi à travailler sur un protocole de retour au travail ou de l'activité à mettre à jour. On a parlé de la formation et l'information, ça c'est nécessaire, il faut expliquer. Après, il y a des aménagements qui peuvent être faits sur le retour d'expérience. Il y a des bonnes initiatives qui sont prises par certaines entreprises aujourd'hui qui font des questionnaires auprès de leurs salariés avant le retour dans l'entreprise sur comment ils ont vécu le confinement, ce qu'ils voudraient voir et pas voir en revenant, ce qui les inquiète. Est-ce qu'ils souhaitent revenir ? Est-ce qu'ils ne souhaitent pas revenir ? Comment ils ont vécu le télétravail ? Enfin, voilà quelques questions simples. Ce sont d'excellentes initiatives qui permettent à l'entreprise déjà de préparer le terrain, de voir un peu les craintes qu'il y a et de préparer la communication aussi pour le retour des collaborateurs. Et puis, ce qui est mis en place aussi, alors là, sur ce sujet, on est un peu sollicité en ce moment, c'est la mise en place de cellules d'écoute. Des cellules d'écoute, parce que la problématique n'est pas que professionnelle. On a des collaborateurs qui ont été confinés pendant plus d'1 mois, et puis ceux qui sont en télétravail vont le rester encore, et ça peut exacerber des problématiques sociales, personnelles, qui vont rejaillir sur le travail. Être confiné en famille quand on avait déjà des difficultés familiales, c'est un problème. Être en activité partielle quand on avait des difficultés financières, c'est aussi générateur de problèmes. Donc il y a des situations personnelles qui vont avoir un impact sur le travail, qui peuvent être, et puis la peur de reprendre le travail, cette
cette anxiété, ce qui fait que des cellules d'écoute sont aussi parfois une bonne solution de services sociaux, de psychologues du travail, etc., pour accompagner les salariés qui ne voudraient pas se livrer à leur employeur, mais avoir un sas d'expression, un sas d'expression qui soit rassurant, qui remette un cadre et qui accompagne les personnes à la reprise. Ouais. Sébastien, merci. Je pense que l'exposé est très clair. En tout cas, on sait qu'on peut vous contacter justement pour aider les entreprises qui ont besoin de support justement au niveau de l'ARH peuvent faire appel à vos services, bien évidemment, pour pouvoir se préparer à la perfection pour cette fameuse date du 11. Souhaitons que ça soit effectivement la date du 11, mais de toute façon, il n'y a pas que la date du 11. On parle aussi effectivement de la fin du mois de mai. On parle de différentes échéances en fonction des différentes activités. Et il y a celles qui n'ont pas arrêté, qui sont déjà en activité. Et qui ont continué. En tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant et j'espère que ça aura servi à vous tous et à vous toutes de justement pouvoir en savoir un petit peu plus sur la façon dont vous allez pouvoir préparer ce retour aux affaires. En tout cas, on vous espère profitable, sans aucun problème et avec le moins d'ennuis possible. Merci à tous de nous avoir suivis et bien sûr, à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci.